Monsieur le Président, Louis Schweitzer, chers consoeurs, chers confrères, honorables invités, Mesdames, Messieurs, nous avons la chance et l'honneur de présenter l'ouvrage de Boris Vinogradov, Renault et la Russie, présenté par son auteur et en présence du président Louis Schweitzer. La séance va se dérouler de la manière suivante. Après ma brève introduction, je vais passer la parole au président Louis Schweitzer, qui a préfacé l'ouvrage, et puis nous aurons ensuite une présentation de l'ouvrage lui-même par Boris Vinogradov, dont je vais vous dire un mot dans un instant. Nous aurons ensuite un échange avec la salle aux environs de 16 heures. Après une demi-heure d'échange, nous passerons dans la salle à côté pour signature de l'ouvrage, et puis vers 17 heures, nous terminerons cette rencontre par un cocktail qui vous sera gracieusement offert. Alors, qui est Boris Vinogradov? Boris Vinogradov est actuellement postdoc en Suisse, à la ZHAW. C'est un spécialiste des relations internationales qui a soutenu en 2021 à Sorbonne Université une thèse de doctorat sous la direction de Marie-Pierre Ray, professeur à Panthéon-Sorbonne, et de moi-même, professeur à Sorbonne Université. C'est donc le produit de l'union des deux Sorbonnes. Boris Vinogradov est quelqu'un qui a fait ses études à l'université Lomonosov, est venu grâce au collège franco-russe de Saint-Pétersbourg et Moscou, établi à Lomonosov. Il y a fait un Master 1. Ce Master 1 l'a amené à la Sorbonne, où il a fait un Master 2. Et puis, il a décidé de s'engager dans un doctorat dont la thèse a débouché sur le livre qui va vous être présenté maintenant. Alors ensuite, il a eu le parcours d'un chercheur postdoctoral classique, puisqu'il a d'abord travaillé à la Sorbonne, puis ensuite à l'Université de Nantes, à l'Université de Lille, pour terminer à Zurich, ce qui atteste de son rayonnement international. Le livre est un livre dont le sujet porte sur la réussite de l'industrie automobile en Russie, et à travers notamment l'expérience de Renault et l'établissement d'une nouvelle usine à Moscou. Ça a été l'occasion d'acquérir une part d'Avtovaz, le leader de l'industrie automobile russe. Et puis, vous savez ce qui s'est passé dans le contexte de la géopolitique d'aujourd'hui. En 2022, le groupe Renault s'est retiré, mais après une expérience assez brillante dont l'histoire va vous être maintenant contée. Je terminerai en disant que la thèse débouche sur des conclusions extrêmement intéressantes. En premier lieu, elle montre bien que la coopération automobile franco-soviétique a résulté d'un rapprochement politique. En second lieu, que l'URSS s'est montrée favorable à une coopération d'envergure avec la France dans le domaine automobile. En troisième lieu, que le succès de Renault en Russie tient à ce que le constructeur était disposé à opérer un transfert de technologie. Et enfin, la stratégie de Renault par rapport à l'URSS, puis à la Russie post-soviétique,
c'est caractérisé par une grande continuité et sans doute que la continuité est une des clés pour comprendre la réussite du groupe. Voilà. Je vais donc passer maintenant la parole au président Louis Schweitzer, que je remercie de nous avoir fait l'honneur et puis aussi l'amitié de venir nous dire un mot. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus ici. Vous êtes venus pour entendre parler de Renault en Russie et vous le ferez notamment en suivant l'exposé de Boris Vinogradov qui parlera bien sûr de façon approfondie de ce livre. Alors, moi-même, je ne vais pas vous parler longtemps de ce livre. J'y ai collaboré comme préfacier, j'y ai collaboré comme interviewé, et j'y ai aussi collaboré d'une certaine façon en accompagnant Boris Vinogradov dans sa réflexion et dans ses travaux. C'est un livre remarquable. C'est un livre passionnant, mais je laisse Boris raconter le contenu de ce livre. Alors, M. Margeau, dans son excellente introduction, a dit que c'était une histoire de succès. Oui, enfin, on a commencé à zéro et on finit à zéro. Et dans l'intervalle, disons-le, il y a eu plus de pertes que de gains. Mais, deuxième point, comme il l'a dit très justement, il y a peu de cas où l'histoire économique ou l'histoire entrepreneuriale se croisent autant avec le politique. Toute l'histoire de Renault en Russie est une histoire où Renault entreprise, à un moment donné entreprise nationalisée, mais Renault entreprise est, je dirais, aux prises avec le politique. Et avec un politique qui a été changeant, on a commencé sous les tsars et on a fini sous Poutine, donc aussi un peu une sorte de boucle, si je puis dire, mais des politiques qui n'étaient pas faciles. Alors, Renault précurseur, je n'en parle pas. Je voudrais parler un peu de mon expérience personnelle de la relation avec la Russie. Au fond, pour ma part, j'ai une dette de reconnaissance à la Russie. C'est lors d'une visite, je ne sais plus si c'était une visite d'État présidentielle ou une visite du Premier ministre, c'est d'avoir vu une concession Lada. Et dans cette concession Lada, j'ai demandé quel est le prix de vente des Lada. On m'a dit c'est $6 000, toutes options comprises. Et j'en ai tiré la conclusion qu'il n'y avait aucune raison de ne pas être capable aujourd'hui de faire une voiture à $6 000, prix client, qui ressemblerait un peu à une Lada, d'ailleurs une tricorps, parce que c'est la forme la plus rationnelle. Et effectivement, donc, la Russie est à l'origine de Dacia. Mais maintenant, on va se focaliser sur la Russie elle-même. La Russie était, pour moi, un pays attirant. Un pays attirant parce que par rapport, pour des raisons géographiques, par rapport à d'autres pays ayant atteint le même niveau de richesse, le parc automobile était beaucoup, beaucoup plus développé. Et l'automobile était en Russie vraiment à la fois une nécessité et un symbole de statut social. Et je considérais qu'ignorer ce marché aurait été une faute lourde. Comme c'est un pays politique, nous sommes arrivés dans les bagages de M. Chirac et de M. Jospin à l'époque où Boris Eltsine était le président de la Russie. Bon, ceci c'était en 98-99. Alors après, les difficultés ont commencé à apparaître. Parce que tout était un peu plus compliqué. Le droit était un peu instable.
L'administration, reconnaissons-le, était totalement corrompue. Le pouvoir politique était certes absolu, mais n'avait pas la main sur l'administration de base, c'est-à-dire que la structure du Parti communiste ayant disparu, le contrôle effectif du pouvoir politique sur la base était fait. Bref, il y a eu une mission, démission héroïque de Jean de Renault, et nous avons choisi de reprendre l'ancienne usine Moskvitch, qui se situait dans Moscou, et où nous étions accueillis à bras ouverts par le maire, qui était une personnalité politique. Depuis, il a été effacé de la carte, mais c'était à l'époque une personnalité politique importante. Et je me souviens de ma première visite dans cette usine. On me l'a fait visiter en voiture. Je ne devais pas descendre de la voiture. Et on était entouré de caisses. Vous savez, on a tous entendu parler des villages Potemkin. Cette usine était un village Potemkin. On a montré une voiture qui tombait en fin de chaîne, mais dans cette énorme usine, je crois qu'il tombait peut-être une voiture par jour. Le maire me disait à l'époque que nous fabriquons 10 000, 20 000 voitures par an. C'était une blague totale. Et le maire lui-même ignorait la réalité du terrain. On ne savait pas bien qui était propriétaire de l'usine. Bref, à force de volonté de l'équipe locale de Renault, qui a traversé, et le livre le raconte admirablement, des hauts et des bas, et a affronté des difficultés sans nombre. La veille de l'inauguration de l'usine, en grande cérémonie, il nous manquait 16 certificats administratifs pour pouvoir ouvrir l'usine. Je dois dire que par la pression politique, là, ils sont venus. Donc le politique pouvait quand même quelquefois intervenir. Et donc, on a ouvert cette usine et nous avons pu recruter librement, c'est-à-dire c'était une usine où il n'y avait plus d'ouvriers. Et on a pu recruter librement, et donc on a recruté beaucoup de femmes, parce que la conscience professionnelle, l'absence d'alcoolisme étaient des atouts significatifs. Et peu à peu, cette usine, qui au démarrage faisait juste quelques petits assemblages, est devenue une belle usine au meilleur standard Renault. Et la conclusion ultime, c'est quand on a pu y lancer la Logan, alors qu'on ne pouvait bien sûr pas appeler Dacia en Russie. J'avais essayé de dire au maire de Moscou, ben voilà, vous savez, en Russie, il y a 3 noms. Hein. Il y a un prénom, un premier nom de famille, un second nom de famille. Donc on pourrait l'appeler Logan, Dacia, Renault. Il avait dit, si vous mettez un nom roumain sur cette voiture, vous n'en vendrez pas une en Russie. Donc, j'avais, contrairement à tous mes principes, parce que quelquefois, dès lors que l'honnêteté n'est pas en cause, on doit renoncer à quelques préjugés et principes, et donc j'avais renoncé à une doctrine soigneusement établie, selon laquelle les Dacia seraient toujours des Dacia et jamais des Renault. Alors on a inventé une autre doctrine pour justifier cet écart par rapport à la bonne pratique. Toujours est-il que grâce à M. Barra, grâce à M. Jalinier, grâce à leurs appuis au centre, Gomez et Ménard et d'autres encore, cette usine a démarré. Les Logan se sont vendus comme des petits pains. Elle répondait exactement aux besoins de la Russie, une voiture moderne, robuste et pas chère, simple. Et donc c'était une belle histoire. Après, quand je n'étais plus PDG de Renault, mais quand j'étais encore président du conseil d'administration, Renault a décidé d'acheter Avtovaz. Je pensais à l'époque que c'était une faute.
enfin, le patron de Renault de l'époque, Carlos Ghosn, était fermement décidé à cette opération qui le mettait sur la voie des volumes et la mesure, en fait, de beaucoup de constructeurs. Et Avtovaz, contrairement à Moskvitch, c'était pas une usine vide, c'était une usine où travaillaient, je ne sais plus si c'était 100 000 personnes ou 200, mais au fond, c'était un monstre. Et Renault était d'abord actionnaire minoritaire, est devenu majoritaire, et n'avait pas les mains libres. Et je comprends très bien que c'était une usine ville, et que le politique russe ne pouvait pas laisser une totale liberté. Bref, tout ceci, après beaucoup de pertes, a fini en 22 par un départ de Renault, un retour étant possible jusqu'en 27. Donc voilà cette histoire, je le redis, on part à zéro, on arrive à zéro, et c'est une histoire où le politique et l'entreprise sont sans cesse en dialogue et en conflit. Et c'est cela aussi qui rend le livre très intéressant, parce que l'industrie automobile est une industrie très symbolique, très forte en images dans un pays, et donc elle n'a pas de pouvoir politique, enfin, elle fait du lobbying comme toute industrie, mais elle ne commande pas le politique, mais au fond le politique s'intéresse fortement à l'industrie automobile. Et donc, dans tous les pays du monde, quand on décide de construire une usine, ou d'en fermer une d'ailleurs, le politique est au premier plan. Et le dialogue avec le politique, dans le cas de l'ouverture, il est merveilleux, dans le cas de la fermeture, c'est un peu plus difficile. Le politique est présent. Mais la Russie, c'est un cas extrême. Et donc c'est un cas qui est passionnant, au-delà même de la Russie, pour voir comment peut se faire cette interaction du politique et de l'entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais maintenant, je pense que le moment est venu d'écouter l'auteur raconter une histoire beaucoup plus structurée et s'étendant sur 105 ans, là où mon expérience de la Russie s'étend sur 10 ans. Merci beaucoup. Chers amis, chers collègues, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par quelques mots de remerciement à celles et ceux sans qui la parution de cet ouvrage qui nous réunit aujourd'hui dans ce beau bâtiment n'aurait pas été possible. Nous devons ce formidable accueil tout d'abord à l'équipe efficace et dévouée de l'Académie de sciences d'outre-mer, et tout particulièrement à son secrétaire perpétuel, monsieur le professeur Dominique Barjot. C'est lui qui m'a également accompagné tout au long de la réalisation de cette recherche en étant mon directeur scientifique. C'était M. Barjot en 2015, donc il y a 10 ans, qui a été parmi les premiers à croire en faisabilité de cette recherche, à son intérêt. C'est à ses côtés que je suis devenu historien, que j'ai acquis les outils méthodologiques indispensables pour une étude rigoureuse de l'histoire des entreprises. Donc à vous, professeur Barjot, et à toute l'équipe de l'Académie, j'adresse mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux. Ensuite, mes remerciements s'adressent à une institution précieuse, l'association Renault Histoire, cette noble maison qui a été mon premier interlocuteur lorsque j'ai commencé à rechercher des sources et des témoins pour explorer ce sujet. Je tiens à remercier tous les membres de Renault Histoire et tout particulièrement son président, dont la présidence parmi nous aujourd'hui m'honore profondément. Je tiens ensuite à exprimer ma plus profonde gratitude à toutes celles et ceux de Renault, les gens de Renault, qui ont accepté de partager avec moi leur expérience de la réalisation de projets industriels en Russie. C'est grâce à vous que ce livre
comporte une magnifique section intitulée Témoignages, où vos récits ont été repris tels que vous me les avez confiés, sans coupure, sans réécriture, dans toute leur authenticité. Ces témoignages sont d'une valeur inestimable car ils donnent à voir la dimension humaine de la coopération franco-russe dans le domaine automobile. Donc je suis particulièrement heureux et ému de constater que nombre d'entre vous ont pu faire le déplacement aujourd'hui, certains venant vraiment de très loin, et je m'en suis profondément reconnaissant et honoré. Malheureusement, aujourd'hui, ici, il n'y a pas de Guy Barra avec nous, donc le premier directeur de l'usine moscovite de Renault. J'ai eu la chance de lui interviewer en été 2023, et 6 mois plus tard, il est décédé. Donc là, je dois tous mes remerciements à sa famille qui m'ont parfaitement accueilli à Douai à l'époque. Mais ces témoignages font bien partie de ce livre. Je ne manquerai pas de remercier personnellement chacun d'entre vous lors du moment plus informel qui clôturera cette rencontre. Toujours grâce à Renault Histoire, j'ai eu l'honneur de faire la connaissance de M. Louis Schweitzer, qui m'a ensuite fait le grand plaisir de rédiger le préface pour cet ouvrage. En réalité, son rôle a été bien plus important. Dès 2018, j'ai eu la chance unique de bénéficier des consultations régulières avec M. Schweitzer. Ces échanges ont été d'une valeur inestimable. Il m'a transmis sa vision de développement en Russie, en partageant avec moi son expérience, ses réflexions et ses analyses. Grâce à ces éclairages, j'ai pu mieux comprendre la logique des décisions stratégiques prises par Renault lors de son implantation en Russie, ainsi que des lignes directrices adoptées en matière de positionnement de la marque sur ce marché. Je suis profondément reconnaissant pour la confiance, pour votre disponibilité et votre générosité avec laquelle vous m'avez accompagné jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, je vais passer à une brève présentation de l'ouvrage lui-même, dans le temps qu'il me reste. Comme le laisse entendre le titre, ce livre retrace les projets industriels menés par Renault en Russie depuis les premières concessions qui datent du début du XXe siècle jusqu'à l'année 2022. L'objectif de cet ouvrage est double. D'une part, restituer les grandes étapes de la présence de Renault sur le territoire russe. D'autre part, analyser la nature et l'évolution de cette coopération industrielle à long cours. L'ouvrage s'organise en 3 grandes parties, chacune correspondant à une période historique clé. La première partie est consacrée à l'histoire des premières concessions Renault dans la Russie impériale, dans la Russie tsariste. C'est à cette époque que la marque aux losanges implante sa toute première usine sur le sol russe, marquant le début d'un intérêt industriel durable. La deuxième partie s'attache à la période soviétique, en étudiant la présence de Renault en URSS depuis les années 1950 jusqu'à l'effondrement du régime en 1991. Elle met en lumière les formes spécifiques que prenaient les échanges industriels entre une entreprise occidentale et un État socialiste à économie planifiée. Enfin, la troisième partie examine la trajectoire de Renault dans la Russie post-soviétique, dans la Russie contemporaine. Comment, forte de son expérience historique, l'entreprise a su s'imposer comme un acteur industriel majeur avant que cette présence ne prenne fin brutalement en 2022, dans un contexte géopolitique profondément bouleversé. L'analyse des activités de Renault en Russie du début du XXe siècle jusqu'à 2022 démontre la continuité de la présence de la marque sur ce marché. Le constructeur a réussi à mener à bien des projets automobiles tant à l'époque du Tsar qu'à celle de Soviet et ensuite en Russie contemporaine.
il paraît difficile à premier égard de comparer des projets automobiles et leur réalisation à des périodes aussi différentes. Dans l'Empire russe, Renault avait noué une coopération industrielle avec l'État en vue de fournir du matériel pour l'armée. À l'époque soviétique, comme après la chute de l'Union soviétique, les fonctionnaires ont été les premiers interlocuteurs et partenaires de la marque Losange. Entre 1960 et 1990, la régie Renault a fourni équipements et technologies pour la production de voitures de conception soviétique. Au cours de cette période, les représentants de Renault ont noué des contacts étroits et profonds avec des fonctionnaires des ministères et noué des contacts étroits avec les directeurs d'usines soviétiques. Même après l'effondrement de l'URSS, Renault a réussi à entretenir des liens avec les industriels et les fonctionnaires de la Russie post-soviétique. Et ces liens se sont révélés particulièrement précieux, puisque très souvent, les entreprises ex-soviétiques privatisées étaient sous le contrôle de dirigeants issus de l'appareil d'État communiste. Il est donc compréhensible que Renault ait privilégié les partenariats publics en Russie. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'avenir de Renault en Russie dépend entièrement de l'environnement géopolitique. Cela rappelle beaucoup l'époque de la guerre froide, lorsque la coopération industrielle entre les entreprises occidentales et l'Union soviétique dépendait davantage de la situation politique internationale que de la conjoncture économique. Pendant plus de 20 ans de présence en Russie contemporaine, l'entreprise française a largement contribué à la formation de tout jeune marché automobile russe. Renault a été le constructeur à proposer aux consommateurs une voiture européenne de qualité à un prix abordable. La marque Renault est largement connue de la population russe et bénéficie d'un haut niveau de fidélité sur ce marché, même maintenant en 2025. Maintenant, permettez-moi d'aborder une question essentielle. À quoi bon une recherche sur la présence de Renault en Russie? Et à qui peut être utile cette recherche? C'est une question qu'on m'a posée à de très nombreuses reprises au cours des dernières années. Et anticipant qu'il pourrait à juste titre ressurgir aujourd'hui dans notre échange, je choisis d'y répondre dès maintenant. Étudier l'activité d'une entreprise sur un marché spécifique et sur une longue période permet d'accéder à des connaissances précieuses tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. D'un point de vue pratique, les études de cas historiques portant sur les entreprises constituent une base factuelle précieuse pour l'élaboration des théories, la comparaison des trajectoires économiques et la formulation des prévisions. Des connaissances pareilles sont particulièrement utiles dans les domaines de la stratégie d'entreprise et de management. En analysant les succès, tout comme les échecs des entreprises, il devient possible d'identifier des similitudes et régularités dans les processus d'adaptation, les prises de décision managériales, les stratégies de croissance ou encore les causes de faillite. L'étude de l'industrie, de l'histoire d'une entreprise sur un marché sélectionné, sur un marché précis, permet également de mieux comprendre comment celle-ci a réagi face aux crises, aux guerres, aux révolutions technologiques et aux évolutions du cadre réglementaire. D'un point de vue théorique, l'étude de l'histoire d'une entreprise permet de mieux appréhender les grandes transformations du capitalisme, de l'industrialisation et de la mondialisation. Les entreprises apparaissent donc comme des acteurs centraux du changement économique. Elles reflètent des mutations sociales, technologiques et institutionnelles, tout en y contribuant activement. L'histoire d'une entreprise concrète permet d'observer dans la durée l'évolution de formes de propriété, de modes de gouvernement, des logiques d'investissement ou encore des modèles d'organisation de travail. Dans un contexte de mondialisation, cette approche
aide également à comprendre comment se sont constituées les chaînes de production internationales, comment se sont réparties et reconfigurées les zones de compétences industrielles, et de quelle manière les entreprises transnationales ont acquis un rôle stratégique dans les dynamiques économiques et politiques globales. Ainsi, l'histoire des entreprises ne se résume pas à la simple chronique de leurs réussites ou de leurs échecs. Elle constitue un véritable outil d'analyse permettant d'explorer en profondeur les dynamiques socio-économiques complexes qui façonnent la structure du monde contemporain. Pour mener à bien cette recherche, l'accès à des sources d'informations fiables était une condition absolument indispensable. Dans ce contexte, je tiens à souligner l'importance essentielle de l'ouverture dont a fait preuve l'entreprise Renault en m'accordant la possibilité d'aller travailler directement dans leurs propres archives. Cet accès a joué un rôle décisif dans la conduite d'une recherche pareille. Il m'a permis non seulement de reconstituer les grandes étapes de la présence de Renault sur le marché russe, mais aussi de mieux comprendre la logique interne de ses choix stratégiques, sa culture d'entreprise, ainsi que l'évolution de ses relations partenariales avec les acteurs russes au fil de plus de 100 ans. L'accès des historiens aux documents internes d'une entreprise privée est loin d'être garanti. Il l'est encore moins lorsqu'il s'agit d'une entreprise internationale. C'est pourquoi que j'accorde une grande importance à ce geste de confiance de la part de Renault, qui m'a permis d'adopter un regard plus profond et plus objectif sur l'histoire longue, complexe, souvent méconnue de la coopération franco-russe dans le secteur automobile. Je tiens ici à souligner un point fondamental. Cette recherche n'a pas été réalisée à la demande de Renault. Et donc, à aucun moment, elle n'a bénéficié d'un soutien financier de la part de ce groupe automobile. Cette étude donc se démarque des livres d'histoire d'entreprise produits sous la supervision, voire sous le contrôle éditorial de la société concernée. Donc l'absence de toute influence de la part de Renault m'a permis de mener cette recherche en toute indépendance, dans le strict respect des standards académiques et des principes éthiques propres au travail de l'historien. Cette recherche est devenue réalisable dans le cadre d'un contrat doctoral qui m'a été octroyé en 2016 par l'Université Paris-Sorbonne, ce qui m'a assuré à la fois une liberté scientifique et les moyens nécessaires à l'analyse approfondie de sources archivistiques. Le fait d'avoir mené ce travail en toute indépendance m'a permis d'aborder les sources avec un regard vraiment critique, donc sans éviter les questions sensibles, sans gommer les contradictions, et sans chercher à répondre aux enjeux d'image de l'entreprise. Donc c'est à mes yeux une condition essentielle pour garantir la valeur scientifique et l'objectivité de toute recherche historique. Sur ce mot, je vous propose de passer à une session questions-réponses. Nous avons suffisamment le temps pour aborder les questions qui vous intéressent et j'espère que M. Barjot, tout comme M. Schweitzer, accepteront aussi de se joindre à cette discussion. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Nous allons donc ouvrir la séance de questions-réponses. Qui souhaiterait intervenir, poser des questions, faire des remarques, apporter des compléments? Allez-y, monsieur, et puis ensuite, nous passerons aux camarades de Boris. On va vous apporter un autre micro. Oui, Nicolas Mort, j'étais le patron du groupe Renault en Russie jusqu'en mai 2022, donc jusqu'à la conclusion des accords avec d'une part la mairie de Moscou et d'autre part le ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc il y a
mené à la cession de Renault Russie et de son usine de Moscou, et d'Avtovaz et de ses deux usines de Tolyatti et de Ivjesk. Et j'ai passé 6 ans avec quelques pointillés dans le pays, donc je connais un petit peu la fin de l'histoire par rapport à M. Schweitzer. Non, j'ai une question peut-être sur la relation de la Russie avec la France, des Russes avec les Français. Quand j'étais là-bas, ils me faisaient souvent des rapprochements avec l'histoire. Alors ça a démarré à Borodino, la Bérésina, Normandie-Niemen, et quelque part un sentiment un peu affectueux avec la France. Alors je voulais savoir si vous confirmez cette position et dans quelle mesure ça a pu aider pour l'histoire du groupe en Russie. Juste une petite anecdote, quand je suis arrivé, c'était début avril 2016, et tout de suite on m'a dit le plus important c'est de participer aux cérémonies de la Grande Guerre patriotique le 9 mai. Donc je me suis retrouvé à être dans la tribune des officiels pour défiler à Tolyatti, et ensuite à devoir faire un speech à Saint-Marin avec le gouverneur. Et j'ai fait un speech sur Normandie-Niemen, ça a beaucoup aidé à mon introduction dans le pays, on va dire ça comme ça. Et quelques semaines après, ils m'ont dit, écoutez, Monsieur le Président, on vous emmène sur le champ de tir, on veut vérifier que vous savez bien tirer. Donc ça s'est passé de façon assez atypique, on va dire. On parlait de la relation avec le politique, avec M. Schweitzer, mais il y a aussi la relation avec les Russes et cette longue histoire. Donc je voulais avoir un petit peu votre point de vue sur l'impact de l'histoire franco-russe sur l'histoire de Renault en Russie. Bon, je crois que ça se réfère à la période où je suis revenu. Et c'est vrai qu'il y avait une relation particulière entre la France et la Russie, et que, au-delà de l'histoire, cette relation avait été renforcée par la guerre de 39-45, par De Gaulle, qui était une figure reconnue et éminente, par la position de la France qui était moins atlantique que les autres. Donc il y avait des relations de ce type. Mais au-delà de ces relations d'amitié, comme on parle d'amitié entre les peuples, il y avait une dimension affective. C'était très frappant à la fois du côté de la France, du côté de Chirac, j'y pense, et du côté de Yeltsin. Il y avait une vraie relation affective avec la France. Poutine, je ne dirais pas la même chose. J'ai été reçu une fois par lui. C'était le protocole le plus étonnant que j'ai vu de ma vie. On entrait l'un et l'autre à deux bouts d'une grande salle. Il y avait au milieu de la salle une table et des gardes chamarrés, et on se rejoignait exactement au même moment à la table centrale et on commençait une conversation qui était assez formelle. C'est vrai, alors, bon, je ne parle pas le russe, hein, et donc je n'ai pas eu de relation directe en russe avec beaucoup de gens, mais il y avait une vraie sympathie à l'égard de la France. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Là, je suis un peu moins certain. Je veux dire par là que sur Moskvitch, nous n'avions aucun concurrent. Hein, je veux dire, c'est pas comme si les Russes avaient pu mettre en compétition tel ou tel pays et qu'ils nous avaient choisi parce qu'ils nous aimaient plus qu'un autre. Non. Il y avait un seul constructeur automobile au monde assez fou pour vouloir reprendre l'usine Moskvitch. C'est un truc qui nous a quelquefois bien réussi d'être fou d'ailleurs. C'est une des qualités que je vois à Renault, qu'au fond d'aimer les défis, de vouloir faire ce que les autres considèrent comme impossible. Et vous vous souvenez sans doute de la publicité « Ça ne marchera jamais » que Renault a publié. Et au fond, c'était notre idée, quoi. On essayait de faire des choses dont tous les autres pensaient que ça ne pouvait pas marcher. L'accueil, enfin, moi j'ai un souvenir chaleureux sur cette dimension affective, d'exaspération quelquefois,
hein, parce que un dialogue ayant pour objet d'arriver à la rationalité ne débouchait pas toujours sur cette rationalité. Mais l'atmosphère, j'ai connu des atmosphères beaucoup plus business, si je puis dire. Et là, l'atmosphère, même quand c'était compliqué, n'était pas business. Alors, c'est une réponse très imparfaite à votre question, mais je pense qu'elle rejoint ce que vous aviez en tête. Je ne sais pas, Boris, si vous... Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. À mon avis personnel, quand il s'agit des grands contrats de plusieurs millions de dollars ou euros, les relations entre les peuples, ils passent sur le deuxième plan. Si on reste uniquement dans le contexte de l'automobile, les Russes, à des époques différentes, ils ont été amenés à coopérer avec plusieurs nations européennes. Donc, avec les Allemands, avec les Italiens, et les Français, les Japonais même, en ce qui concerne les régions plus proches du Japon. Donc, je ne pense pas que les amitiés entre les peuples, ils jouent un rôle important au niveau... quand on parle des grands projets d'intérêt national, tel a été le projet de Moskvitch, d'Avtovaz, ce qui a joué en 1998, quand Renault est arrivé à Moscou au projet Moskvitch, c'est l'initiative française qui a joué un impact positif. En effet, il n'y avait aucun autre constructeur automobile européen qui a proposé un investissement réel à hauteur de 250 millions de dollars dans l'usine moribonde à cette époque-là. Morte, voilà. Donc on compte pas quelques caisses qui sortaient quand même. Donc l'initiative française, en fait, c'est ça qui a ajouté de fiole dans les relations entre les peuples, je crois. Donc c'était quand les Français viennent avec des investissements importants, quand ça plaît au gouvernement, bien entendu, après il y aura une publicité. Il y aura une publicité auprès des simples gens. Donc sur les émissions, vous verrez sur le TV, vous verrez les émissions thématiques sur les pages les plus glorieuses de l'histoire commune, comme Normandie-Niemen par exemple. Je crains que maintenant il y en a beaucoup moins des émissions de ce genre-là. Voilà. Merci. Oui, alors, bon, merci Monsieur le Président tout d'abord, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez pu nous dire. Boris, je pense quand même qu'il y avait un lien un petit peu plus chaleureux avec les Français qu'avec les Allemands ou les Japonais par exemple. Les Allemands, les Russes sont très respectueux de leur technologie, n'ont pas oublié non plus ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre patriotique, les 25 millions de morts, etc., ou 27. Les Japonais, c'est aussi la technologie, mais avec encore plus de distance, puisqu'ils les considèrent vraiment comme un peuple très, très différent. Mais je pense quand même il faut aussi reconnaître qu'on pesait 30% du marché russe, hein, 10% Renault et 20% Lada, donc on était le premier constructeur en Russie, on avait beaucoup investi à Moscou dans les deux autres usines. Avec des modèles qui marchaient bien. Vous avez parlé de la première Logan, la deuxième Logan a bien marché aussi. On avait lancé Capture, Duster et Arcana, ouais, tout ça c'est bien passé. Mais on avait un accès très privilégié quand même auprès des autorités, que ce soit la mairie de Moscou ou le ministère de l'Industrie. Je dirais presque amical, hein, on va dire les choses comme ça. Alors bon, c'est un peu lié bien sûr au fait qu'on était le premier acteur, mais aussi je pense que l'aspect français leur plaisait bien. Ils me racontaient les châteaux qu'ils avaient achetés dans le Bordelais, c'était assez, comme vous disiez, c'était pas toujours business, quoi. Ouais. Et j'étais plus jugé sur mes résultats au Baltrap que sur mes résultats commerciaux financiers, quoi. C'est assez étonnant. Hein. Bon. Raphaël. Merci Monsieur le Professeur. Si vous le permettez, j'aurais deux questions pour Boris. La première est relative au début de l'histoire. Pour le moment, on a principalement parlé de la fin, et je me demandais quelle avait été l'impulsion à l'origine de ce centenaire de présence de Renault en Russie,
et comment la direction de Renault avait abordé cette nouvelle aventure. La deuxième question, elle est plutôt liée au fait que nous soyons à l'Académie des sciences d'outre-mer. On s'aperçoit de plus en plus à quel point la Russie a été présente dans l'économie mondiale, même pendant l'existence de l'URSS, et je pense que ce livre va encore renforcer cette perception. Alors, je me demandais, comment cette thèse avait vu le rôle de Renault, enfin, s'il était possible de voir à travers cette thèse la présence de l'URSS dans les relations avec les pays en développement, notamment dans le cadre de l'économisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Raphaël, pour ces deux questions. Je vais commencer par la première. Le début de Renault en Empire russe. En fait, au début du XXe siècle, l'Empire russe a connu un essor économique notable, ce qui a permis à la bourgeoisie, à des riches citoyens de s'intéresser à des jouets technologiques plus ou moins chers, ce qui était l'automobile à l'époque. Et il y avait plusieurs marques automobiles mondiales, européennes, qui sont lancées plus ou moins au même temps sur le territoire russe. Pour Renault, en fait, d'après ce que j'ai compris en consultant les archives de l'époque, c'était une initiative de Louis Renault de construire une première usine à Saint-Pétersbourg. Pourquoi elle s'est lancée dedans? Parce qu'il a été assuré qu'il y aura des commandes derrière. Donc c'était juste à la veille de la Première Guerre mondiale, et cette première usine Renault à Saint-Pétersbourg, il a été construit avec la promesse de commande de 1500 camions, donc pour l'armée impériale. Et je pense que les vrais débuts de la coopération industrielle franco-russe de l'époque, ils se sont concrétisés, si on peut dire comme ça, grâce à la Première Guerre mondiale où nos deux pays ont été alliés. Voilà. Je pense que je vais bien terminer avec la première question. En fait, la deuxième question, j'avoue que je ne l'ai pas compris tout à fait. Raphaël, si tu pouvais me oui, bien sûr. donner un peu plus de contexte. Merci beaucoup pour la réponse à la première question. Pour la deuxième question, on s'aperçoit effectivement que l'URSS va passer un certain nombre d'accords de coopération économique avec un certain nombre de pays en développement pendant les années 60 et 70. Est-ce que justement, dans les archives de Renault, on va trouver trace de ce type d'accord de coopération? Le cas que j'ai étudié, c'était le cas franco-soviétique. Donc exprès, je n'ai pas touché les histoires, par exemple, entre Dacia et Renault dans les années 60-70. Il y avait des fonds intéressants, il y aura, j'espère, des recherches sur ces sujets. Et je m'en suis concentré uniquement sur le cas bilatéral, en fait, de la coopération bilatérale. Donc il n'y avait pas d'écho d'autres pays en voie de développement dans l'histoire. Mais franchement, sur l'outre-mer proprement dit, c'est-à-dire sur les pays en développement, ce n'étaient pas des marchés significatifs pour l'automobile. Et il se trouve que le français qui était présent en Afrique, c'était beaucoup plus Peugeot que nous. Donc, au fond, je n'ai jamais trouvé trace de ce que vous dites dans les années que j'ai passées chez Renault. Oui. Vas-y, je vous en prie. Bonjour messieurs, dames, je m'appelle Alexei Vostrikov, consul honoraire de France à Togliatti présentement, président de l'Alliance française de Togliatti. Et je voudrais dire, c'est pas les questions, c'est quelques témoignages, quelques réflexions peut-être. Surtout je prends le travail effectué par Boris comme justement voilà, comme le travail d'un collègue, je suis historien aussi entre autres, mais plutôt sur l'histoire de la culture, des relations interculturelles plutôt.
Et la première chose par laquelle je voudrais commencer ma petite observation, en 2006, en octobre 2006 carrément, au moment du salon de l'automobile mondial à Paris, Avtovaz à l'époque participait dans ces salons. Et un an avant ce salon, cet événement, avec le maire de Togliatti à l'époque, Nicolas Utkin, on avait l'idée, je travaillais avec lui, dans la direction des relations internationales, on avait l'idée, on était très ambitieux à Togliatti, comme toujours, d'organiser les journées de Togliatti à Paris, tout simplement, parce que, voilà, sans aucune modestie. Et entre autres, il y avait la réception, pas loin d'ici, rue Boissière, au centre pour les sciences et la culture de la Russie en France. À l'époque, ça s'appelait comme ça, juste à côté, rue Boissière. Il y avait une réception. Et entre autres, le projet de Renault en Russie, ce n'était pas encore concrétisé, il n'y avait rien d'officiel, mais il y avait quelques rumeurs, quelques informations qui circulaient, et je ne sais pas pourquoi, on a invité avec le maire les représentants de Renault pour cet événement, pour cette réception. Et il y avait, malheureusement, je me rappelle pas, je me souviens pas des noms des gens de Renault qui sont venus pour cet événement, mais ils sont venus, après on a compris qu'ils étaient venus pour prendre connaissance, pour commencer à prendre connaissance que c'était, voilà, Togliatti, la région de Samara, parce qu'en décembre 2007, il y avait le premier accord, si je me trompe pas, la signature de l'achat, voilà, d'un 5% d'Avtovaz par Renault, justement. Et on a compris que c'était pas par hasard, cette connaissance. Et puis, j'avais également, avant que justement les premiers visiteurs officiels de Renault viennent chez Avtovaz pour commencer, voilà, à s'installer, à travailler, on a reçu à l'Alliance française quelques premiers représentants. Voilà, c'est juste une petite histoire, une petite anecdote pour dire que, voilà, il y a les relations de la grande politique, du grand business, de la grande histoire maintenant, mais il y a aussi cet aspect très humain, interculturel, et justement, mon deuxième propos, c'est pour dire que, en dehors de cette relation purement business, où on calcule des euros, des dollars et des roubles, etc., il y a un autre aspect purement culturel et humain, quand les gens de Renault, je ne peux pas parler pour Moscou, mais surtout pour Togliatti, quand les gens de Renault, certains venaient avec des familles, des enfants, il fallait les scolariser, et cet aspect affectueux des Russes par rapport aux Français, il était inconditionnel. Oui, la mairie, quelque part, faisait son marketing de territoire pour, voilà, rendre notre territoire attractif, etc., pour vous accompagner, pour vous accueillir, mais en même temps, il n'y avait aucune pression par rapport à nos écoles secondaires, à nos établissements médicaux, etc., pour rendre l'accueil des Français, peu importe les hauts fonctionnaires, les ingénieurs, je dirais pas les ouvriers, il n'y avait pas d'ouvriers, mais quand même il y avait les spécialistes de tous les rangs. On accueillait tout le monde d'une façon très très chaleureuse. Donc, et peut-être ma question, Boris, j'ai pas encore vu votre ouvrage naturellement. J'espère le faire un jour. Mais justement, est-ce que dans votre recherche, vous explorez cet aspect de l'intégration culturelle, de l'interaction culturelle, qui à mon avis était aussi assez majeur, peut-être ça peut être un sujet d'une autre thèse, d'une autre recherche, parce que Renault, c'est une grande influence, un grand impact, même jusqu'ici, aujourd'hui, l'impact c'est sur la culture du management, sur la culture de l'entreprise, de la communication externe, interne, tout ce que vous voulez. Les Russes, malgré leur résistance, les Russes d'Avtovaz, entre autres, qu'on a connu avec M. Nord, bien évidemment, mais malgré tout, quand ils comprenaient qu'il y avait quelque chose de pertinent, qu'il y avait quelque chose d'intéressant, d'adéquat, etc., au contraire, les Russes acceptaient volontiers toutes ces méthodes de travail, de management, de conception, de réalisation, etc.,
ça se prenait plutôt très, très positivement. Voilà, ma question, finalement, est-ce que dans votre ouvrage, vous développez ce sujet? Merci. Merci beaucoup, Alexei, pour ce récit passionnant de l'époque de lancement de premier accord d'acquisition de 25% d'actions d'Avtovaz par Renault en 2007 et les événements qui précèdent. On a compris que, en fait, ça se naît à Paris, en fait, l'affinité entre les équipes Renault et les équipes russes, rue de la Boissière. Voilà. Et en ce qui concerne les aspects culturels, pour l'Empire russe, pour la période impériale, on n'a pas de traces, on n'a pas de témoignages d'abord, on n'a pas de témoins, et donc les archives ils ne parlent que du business, donc j'étais assez limité pour apprendre plus que des chiffres, plus que de comptes rendus d'affaires. Donc il n'y avait pas de place pour les questions culturelles. En ce qui concerne la période soviétique, la guerre froide, les échanges culturels entre la France et l'Union soviétique ont été d'ampleur à partir des années 60. Et en ce qui concerne Renault, il y avait des échanges, des ingénieurs, des mécaniciens entre les usines françaises et les usines soviétiques. Donc c'était des échanges qui faisaient partie d'un accord bilatéral entre la régie Renault et l'Union soviétique, donc des échanges à des fins de formation. Donc là, c'est vraiment pas de la culture pure, mais de la formation. Donc c'est un aspect le plus proche de la culture. Donc cet aspect de formation, elle était largement développé à l'époque post-soviétique. Si je comprends bien, tous les Français qui ont travaillé pour le compte de Renault en Russie avaient la possibilité de suivre les cours de civilisation, les cours de langue sur place. Pareil pour les employeurs russes qui travaillaient pour Renault en Russie. Ils pouvaient suivre les cours de la langue française de civilisation. Après, comme vous avez remarqué de justesse, ça pourrait être un sujet de recherche en ce qui concerne l'impact que les Français ont laissé à Togliatti, par exemple, après leur départ en 2022. Merci. Alors, je m'appelle Anthony Grade, j'étais au design pendant bien des années. Et j'ai travaillé pour le design, mais j'ai aussi participé au comité Eurasie avec Nicolas Mort. Et j'étais beaucoup en Russie. En fait, j'étais tout au début, en 2008. Et c'était une sacrée aventure parce qu'on est arrivé à Togliatti et on était 14 au début. Et on a terminé étant 4 Renault parmi 140 000 Avtovaziens, comme on les appelait. C'était pas simple. J'ai plein d'anecdotes, mais c'est pas l'endroit, mais j'aimerais bien un jour écrire un livre, peut-être avec vous, sur le sujet, parce que c'était vraiment une histoire de relation entre hommes, entre femmes, entre Russes, Anglais, dont je suis, et aussi un peu ukrainien, parce que mon nom de famille, c'est Vinogradsky. Donc peut-être qu'on a des liens de parenté, tous les deux, je ne sais pas, il faudra regarder. Mais c'est une très belle aventure. Alors, c'est juste des remarques que je fais, vous m'arrêtez si j'en fais trop. Je travaille bien sûr pour le design sur la région Eurasie, dont la Russie avec Renault et Avtovaz, donc les deux. Et je faisais souvent la comparaison entre Renault à Moscou et Avtovaz à Togliatti. Renault à Moscou, on a eu la chance finalement de recruter tous les gens qu'on souhaitait et on analysait bien avant de les recruter et on les formait. Il n'y avait pas de passif, il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas... Bon. Donc c'est une opération qui tournait vraiment très très bien. L'usine était devenue extrêmement productive, c'est une belle usine, même si pas nécessairement bien placée à la fin pour des raisons de logistique. Avtovaz, on arrivait, il y avait 140 000 personnes, il fallait changer les méthodes de travail et là c'était toute une autre histoire parce que nous étions 4 et c'est pas ça parce que moi je rapportais à l'époque au patron de l'ingénierie
qui pensait qu'il avait son hudojnik, son artiste. Mais en fait, il avait un patron de design qui arrivait, qui voulait d'abord structurer, et après on ferait le design des voitures. Il fallait d'abord restructurer l'équipe. Et dans l'équipe, c'est quelque chose qui m'étonne et qui m'étonne toujours aujourd'hui, parce que je suis toujours en relation avec mes anciens camarades, que ce soit les gens qui sont aujourd'hui chez Moskvitch, parce que l'usine est redevenue Moskvitch, mais ce sont 100% des voitures chinoises, et les équipes en Russie. On a toujours de très bonnes relations, hein. On reste très, très proches, qu'importe ce qui se passe par ailleurs, ce qui est bien triste, mais on a de bonnes relations. Mais on a dû former tous ces gens, mais ce qui m'étonne toujours, c'est le départ à la retraite qui n'arrive jamais, quoi, hein, parce que une grande partie de l'équipe a 70 ans aujourd'hui, moi j'en ai 68, mais ils sont bien plus, il y en a encore qui sont plus âgés que ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne toujours. Donc j'ai beaucoup d'anecdotes, beaucoup de remarques. La seule chose, c'est que quelle expérience extraordinaire d'avoir pu travailler en Russie avec AvtoVAZ, avec Renault. Jamais j'imaginais dans ma vie que ça allait m'arriver. Et je suis parti un bon jour parce que M. Ghosn avait dit à M. Lequément, Monsieur Lequément, il faut que vous alliez chez AvtoVAZ parce qu'il va falloir qu'on s'occupe du design. Donc je pars avec Patrick, on part, je sais pas, lundi, on arrive éventuellement le mardi. C'était compliqué à l'époque pour aller jusqu'à Samara. Et on rencontre les équipes, on fait le tour, et je dis à Patrick, Monsieur Lequément, on ne va pas pouvoir faire ça sans être présent. Et il me regarde dans les yeux, dit, ben, je dis, je te réponds dans 2 jours. Voilà. Mais c'est une belle expérience, et je pense qu'il n'y a que, franchement, j'avais travaillé avant chez Ford, mais moins de temps que chez Renault. Renault, c'était 34 ans, une entreprise extraordinaire qui a donné cette opportunité que je pense que très peu d'autres entreprises automobiles auraient pu faire la même chose. Et c'est sûr, comme vous dit M. Schweitzer, il faut être fou quand même pour partir en Russie un beau jour en octobre 2008 dans cette aventure où on ne savait pas vraiment où on allait. Bon voilà, juste un petit témoignage. Je crois que ça n'appelle pas de commentaires, sinon de se réjouir que vous ayez été heureux là-bas. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Jean-Antoine Petit, j'ai été responsable des essais d'évaluation chez AvtoVAZ. Alors déjà, deux petits commentaires. Je confirme l'aventure exceptionnelle qu'on a eue, l'aventure humaine, tout d'abord. L'aventure technique, parce que, vous le savez, au moins aussi bien que nous, faire des voitures à bon niveau de prestation, à des coûts réduits, des voitures populaires, tout en restant rentable, avec un bon niveau de prestation, c'est quelque chose de très compliqué. Donc ça, je pense qu'on peut rendre grâce aux équipes Renault d'avoir fait ce genre de véhicule pour repeupler le paysage automobile. Je confirme donc ça. Je peux vous dire également que, parce qu'on a tous toujours des contacts avec les équipes d'AvtoVAZ et des contacts très, très forts, très chaleureux, et que Renault est ancré pour longtemps dans les esprits, y compris dans les méthodes de travail et la méthodologie. Malgré certains hiérarchiques qui sont revenus, qui n'étaient pas toujours favorables au monde Renault, Monsieur Chmeloff, les équipes continuent de travailler avec la méthodologie Renault parce qu'ils ont été convaincus, pas seulement parce qu'on les a formés, parce qu'ils étaient convaincus. Donc ça, c'était le premier commentaire, donc aventure extraordinaire pour nous, et également pour nos amis russes. Maintenant, j'aimerais, on a parlé de Renault et la Russie jusqu'en 2022, j'aimerais avoir votre vision, Monsieur le Président, Boris, sur comment voyez-vous l'avenir. Monsieur Luca De Meo a lancé une bouteille à mer, je dirais, puisqu'il a lancé dans les médias qu'il n'excluait pas un retour en Russie. J'aimerais avoir votre avis, si ce retour est envisageable pour vous, votre vision, si c'est par le biais simplement business, commerce, ou si c'est par le biais d'une localisation, d'une industrialisation. Alors, je vais faire un début de réponse. J'ai dit que je n'étais pas favorable au moment où on est allé à AvtoVAZ, au fait d'aller à AvtoVAZ, parce que je considérais que le coût financier était extraordinairement élevé. Bon, cela dit,
aujourd'hui, et par ailleurs aujourd'hui, je ne connais pas les conditions, les termes de l'accord de départ auquel il a été fait allusion, c'est-à-dire la possibilité d'un retour jusqu'en 2027. De mon point de vue, aujourd'hui, compte tenu de ce que nous avons fait, compte tenu de ce que nous avons réussi techniquement et humainement là-bas, ce serait une faute si la politique nous permettait d'y retourner, de ne pas y retourner. Alors, est-ce qu'il faudrait rester sur les deux usines et revenir à Moscou? Moscou était irremplaçable à l'époque, parce que c'était vide. Et donc, on pouvait y faire ce qu'on voulait, comme on voulait, progressivement. Est-ce que Moscou, aujourd'hui, a du sens pour Renault? Ça me paraît beaucoup moins évident, parce que l'outil Avtovaz, il est plutôt surdimensionné vis-à-vis des besoins du marché russe, et on n'a pas besoin d'une usine en milieu urbain. Hein. Nous avons géré Billancourt en son temps, ce serait un nouveau Billancourt. Alors maintenant, est-ce que d'ici 27, les relations entre la Russie et le monde, le reste du monde se seront normalisées? Là, personne ne le sait. Je vais continuer en disant que personnellement, je vais croire que ce livre ne sera que le premier volume de l'histoire et que d'autres générations d'historiens pourront faire le volume 2. Voilà. Et si on regarde sur l'histoire de Renault en Russie dans sa globalité, on voit que quand même, malgré la nationalisation des deux premières usines construites à l'époque de Tsar, Renault est revenu en Russie à l'époque soviétique. Malgré la fin de l'Union soviétique, Renault est encore une fois revenu dans les années 90. Donc il y a toutes les chances de croire que ça va se reproduire, à condition bien entendu que la situation géopolitique va se normaliser. Je ne pense pas qu'il y a une autre entreprise française qui a une telle expérience de retourner en Russie après avoir connu des nationalisations de ses actifs. Je ne sais pas. Donc, moi, je crois que Renault pourra s'appeler champion de ce genre de retour. Donc, espérons. Une autre intervention? Je vous en prie. René Jonan Altet de la Société des Amis. Pourriez-vous nous dire, est-ce que Renault a contribué ou aidé d'autres entreprises françaises à s'installer en Russie, je pense Michelin ou des pétroliers, s'il vous plaît? On a essayé de se faire accompagner par des équipementiers, puisque nous avions un objet de taux d'intégration, et vous savez que le montage final, c'est 15% de la valeur d'une automobile, et l'objectif était de monter à 50%, pour des raisons tant politiques qu'économiques, les deux se convergeaient. Il n'y avait pas d'équipementier de très bon niveau en Russie quand nous y sommes allés. Alors je ne sais pas si ça a changé depuis, donc je vois un signe de dénégation. Donc on avait essayé d'emmener des gens. Je dois dire que ça n'était pas allé de soi. Autant en Roumanie, nous sommes arrivés à faire venir assez rapidement des gens parce qu'on avait à la fois un coût de main-d'œuvre très bas, l'intégration à l'Union européenne et des volumes presque garantis en expansion. Autant en Russie, j'ai des souvenirs de difficultés, j'ai des souvenirs d'en avoir parlé au patron de Valeo notamment, en insistant sur les choses. Michelin, je n'ai pas souvenir qu'on ait eu une conversation particulière. Mais oui, on a essayé, ça n'a pas été entièrement réussi. Si je peux ajouter, de l'expérience de l'époque soviétique, où Renault, la régie Renault a bien contribué à d'autres petites, moyennes entreprises françaises à vendre leur équipement à l'Union soviétique. Voilà, parce qu'à l'époque, Renault avait une très grande notoriété dans les yeux du fonctionnaire de ministère soviétique, et c'était
dans le cadre des grands contrats de rénovation des usines soviétiques. Du côté français, c'était Renault qui a signé tous les documents, mais après, derrière, Renault a fait travailler les sous-traitants en France. Et en fait, on ignore quel est le pourcentage de l'équipement qui était produit par Renault, mais selon ce que j'ai vu, vu le nombre des entreprises qui étaient sous-traitants de Renault dans le cadre des contrats avec l'Union soviétique, je pense que leur montant se lève à 70%. Donc même si l'accord a été signé entre la régie Renault et l'Union soviétique, l'équipement livré, il était fabriqué par des sous-traitants en France, donc par d'autres entreprises françaises. Mais en France. En France, oui. Oui. Autre intervention? Je vous en prie, Madame de Vienne. Oui, je voudrais revenir sur un point que M. Schweitzer a évoqué, qui est la rentabilité de l'opération. La France, Renault est présent, Renault est privé, Renault se fait virer, exproprier avec la création de l'Union soviétique. On revient pour des raisons évidemment en partie politiques dans les années 60 ou pas. Et vous-même, M. Schweitzer, vous avez dit qu'au final, on n'a pas gagné d'argent. Au final, le solde de l'opération devient négatif, qu'on en a même perdu. Donc, est-ce que le retour de Renault n'a pas été possible avec ce que ça a représenté dans les années 60, parce que derrière, l'actionnaire était l'État? Est-ce que la dimension de l'investissement public dans Renault n'a pas facilité la prise de risque qu'a représenté les différentes opérations dans la Russie post-soviétique? Et est-ce que, si l'on y en revient, ça ne relèverait pas plus d'une décision d'ordre politique et stratégique que d'une stricte calcul financier? C'est la première question ou remarque posée. Et deuxièmement, moi j'aurais aimé savoir, dans la période de flou qui a représenté l'implosion de l'Union soviétique et puis la remise en ordre progressive poutinienne, qu'est-ce qui est arrivé aux actifs de Renault dans cette Russie totalement désorganisée, avec dislocation du rapport entre la superstructure étatique et les organisations de base? Comment est-ce qu'on s'en est sorti sur le plan financier? Et en particulier, comment était gérée la question des paiements? Bon, il faut d'abord préciser que pendant la période soviétique, ce que faisait Renault, c'était du conseil technique et de la vente d'équipement. Et que ces ventes étaient rentables, elles étaient normalement margées, et que l'entreprise était payée. Alors je ne sais plus quels étaient les systèmes de garantie étatique pour les exportations à l'époque, donc il y avait peut-être un aspect public dedans. Mais enfin, du point de vue de l'entreprise Renault, comme une entreprise privée, la période soviétique a été une période pas importante, mais rentable. Il n'y a pas eu de problème pendant cette période de rentabilité de Renault, et ce qu'a fait Renault, Peugeot aurait pu tout aussi bien le faire. Alors, après, dans la période, je distingue très soigneusement Moskvitch, devenu Avtoframos, de Avtovaz. Démarrer Moskvitch, quand vous démarrez une usine, et c'était vraiment démarrer une usine, à partir de rien, vous avez nécessairement une période où les coûts sont supérieurs aux recettes parce que c'est comme un investissement. Mais l'investissement Moskvitch, Avtoframos, était un investissement où l'État est intervenu en soutien de Renault, mais pas du tout en prescripteur, parce que c'était une opération qui avait toutes les conditions de rentabilité. Nous avions une expertise d'ouvrir des usines dans les nouveaux pays. Nous avions un produit dont nous savions qu'il répondait parfaitement aux besoins du marché russe. Donc c'était une opération, là je dirais business, parfaitement rentable
et pas du tout politique. Enfin, il y avait dans la mise en œuvre, j'y ai fait allusion, des difficultés politiques. On avait des appuis politiques, mais franchement, c'était une bonne opération. Avtovaz, comme ça a été souligné, c'était quelque chose où l'investissement initial était beaucoup plus long et plus risqué parce qu'on n'arrivait pas dans un bâtiment vide, on arrivait dans un endroit où il y avait 140 000 personnes avec des habitudes, des manières, des productivités désastreuses. Et là, la tristesse d'Avtovaz, si je puis dire, c'est que, donc, je ne sais pas, je n'ai pas vu les calculs économiques à l'époque, donc je ne peux pas me répondre sur les prévisions, mais le temps de perte était nécessairement beaucoup plus important. Et 22 est surmonté, est arrivé à un moment où on commençait à recueillir des fruits. Donc, au fond, le drame d'Avtovaz, si je puis dire, c'est que nous avons fait tout le redressement, et puis au moment de jouir des fruits de tout notre travail, pouf, c'est parti. Voilà. Alors, ce qui est clair, puisque j'évoquais tout à l'heure la possibilité d'un retour de Renault en Russie, je précise que je n'ai eu aucun contact sur ce sujet avec la direction générale de Renault. Je parle à titre tout à fait personnel. On sera sûrement attentif à faire que le plouf ne puisse pas se reproduire de la même façon. Mais maintenant, je pense que celui qui reprendrait Avtovaz avec les produits Renault a des perspectives de rentabilité tout à fait satisfaisantes. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Et moi, je vais juste compléter en ce qui concerne l'époque soviétique, les achats faits auprès de Renault ont été faits avec des crédits obtenus par l'Union soviétique dans les banques françaises, donc garantis par la France. Donc il n'y avait pas de risque financier en ce qui concerne l'époque soviétique. Et pour la période post-soviétique, en ce qui concerne les plans financiers, ils sont très bien décrits dans les chapitres dédiés à cette période. Donc je vous invite à d'acheter l'ouvrage et de voir les chiffres exacts. Voilà. Une autre intervention. Je vais me permettre de vous poser... Ah, vous vouliez intervenir, madame? Non. Je vais me permettre de vous poser une question. Il serait intéressant de comparer ce qui s'est passé en Russie avec le cas de l'Amérique latine, peut-être le cas de l'Espagne, parce qu'au début, en 1960, l'Espagne était entrée dans une phase de décollage, et puis évidemment l'exemple de la Roumanie. Quelle est l'originalité enfin du cas russe par rapport à ces grands marchés auxquels Renault s'est confronté comme ses concurrents français? Chacun de ces cas est différent. Je veux dire, Renault avait historiquement une vocation internationale qui était dans les gènes de l'entreprise. L'installation en Russie avant la guerre de 14 en est l'exemple. Il se trouve que quand je suis devenu patron de Renault, j'ai considéré que notre priorité avant d'aller à l'international, c'était de devenir une vraie marque européenne. Bon, et ceci a été douloureux pour les gens de Renault, et quand j'ai dit on va aller à l'international, on est passé d'européaniser Renault à internationaliser Renault, je me souviens de la réunion de cadre où j'ai évoqué cela, l'enthousiasme était dans la salle. Autrement dit, Renault a toujours eu un appétit international fort. Alors, chacune de ces affaires internationales commence toujours par des difficultés avant d'aller bien. Dans l'histoire, chaque situation est différente. FASA était au plus mauvais moment de Renault. FASA, c'est la filiale espagnole, une entreprise rentable. C'était un des endroits où on n'a pratiquement jamais cessé de gagner de l'argent parce qu'au fond, on est passé d'un marché protégé, mais trouvant la prospérité, à un site prospère, équilibré. Donc, je veux
m'intéresse, c'est l'endroit où c'est sans problème, mais il se trouve que c'était en Europe. L'Amérique latine, Renault a choisi l'Argentine plutôt que le Brésil. Je ne sais pas ce qui a fait faire ce choix à l'époque, mais ce n'était pas évident. Le premier endroit où on est allé à l'international, après avoir décidé d'internationaliser Renault, c'était le Brésil. Ça a été compliqué aussi, hein. Pas pour les mêmes raisons que la Russie, mais ça nous a mis 4 ou 5 ans avant que l'opération brésilienne soit rentable. Le choix, à vrai dire, était soit on quittait l'Argentine et on n'allait pas au Brésil, soit on allait au Brésil et on gardait l'Argentine. On ne pouvait pas, dans un marché commun comme le Mercosur, être dans le petit pays et le plus fragile économiquement. Bon, la Corée, ça a très très bien marché. Dès pratiquement le premier jour. Qu'est-ce qu'il y a comme autre pays? La Roumanie. La Roumanie, alors la Roumanie, c'était très différent. La Roumanie, notre intérêt n'était pas le marché roumain. C'est un pays qui était un petit marché automobile. Il y avait un projet qui était la Logan, et il fallait trouver à la fois une usine pour que les gens de l'ingénierie aient envie de faire la voiture pour remplir l'usine, et puis il fallait trouver une usine à des coûts de main-d'œuvre extraordinairement faibles, parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'investir beaucoup sur l'aventure, probablement à plus haut risque de toutes les aventures qu'ait tenté Renault. Donc la maison était très hostile à Logan, à la Roumanie, à tout. Bon, et la Roumanie, c'est devenu tout de suite un lieu d'exportation intégré à l'Europe, et les résultats ont été, je veux dire, je les espérais, mais ont été considérés comme inespérés. Donc c'est vraiment des situations très différentes. Nous n'avons jamais pensé que le Brésil était d'abord une base d'exportation. On y a un peu pensé pour la Corée, mais on pensait que le marché coréen était important. Pour l'Espagne, j'ai fait l'histoire. Non, donc... et après, on s'est installé à Tanger, mais c'était aussi une base d'exportation et de services, grâce à un produit parfaitement adéquat pour toute l'Afrique du Nord. Donc, c'est chaque fois des histoires différentes, hein, avec une personnalité propre de l'histoire, mais au total, au fond, il n'y a aucune de ces aventures, en tout cas de celles que j'ai pu lancer, que je regrette, ou qui ont été lancées avant moi, que je regrette, parce que l'enjeu en valait la peine. Hein, je veux dire, qui ne risque rien n'a rien, point. Y a-t-il une dernière intervention? Y a-t-il une dernière intervention? Voilà, et nous conclurons avec vous, si vous le voulez bien. Non, je voudrais parler sur le futur possible, indépendamment de la géopolitique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dernières années, donc on va dire de 2018 à 2022, on avait beaucoup travaillé pour rapprocher Renault-Russie, l'ex-Avtoframos, d'Avtovaz. Donc on a constitué des équipes communes, notamment en ingénierie, Jean-Antoine Petit est ici, en design, on a fait les achats aussi, qui étaient communs même avec Nissan à l'époque, et tout ça a mis du temps à se mettre en route, mais finalement a bien marché. Donc au début, les gens de Renault-Russie, de Moscou disaient « nous, on est français, entre guillemets, on ne veut pas bosser avec les soviets ». Bon, mais avec le rajeunissement des populations, malgré ce qui a pu être dit par mon voisin, ça a quand même bien fonctionné. Par exemple, toute l'équipe électronique d'ingénierie était basée à Moscou. Et alors bien sûr, le front office restait différent pour la partie commerciale de Renault et de Lada, mais là aussi, il y avait des expériences communes, notamment à l'export, où on essayait par exemple de s'installer au Kazakhstan, à la fois entre Renault et Lada. En Ouzbékistan, pareil, en Biélorussie, pareil. Donc, je dirais la mécanique était bien en route et les équipes avaient réellement acquis les outils, les systèmes, les méthodes de Renault. Et comme ça a été dit par Alexei, ça fonctionne encore.
Et puis dernier point, on a aussi industrialisé la nouvelle plateforme de Renault, la CMF-B, dont la première voiture qui s'appelle l'Iskra, la Lada Iskra, est en train d'être commercialisée. Donc finalement, on a semé ce qui permettrait un redémarrage sur des bases de véhicules modernes. Et d'ailleurs, ce sera un problème pour Avtovaz, c'est-à-dire que si ils ratent les étapes à venir de 2026 et 2028, qui sont les 2 créneaux possibles de reprise, ils seront très embêtés pour renouveler leur plan de produit sans apport d'un constructeur externe. Et si ce n'est pas Renault, ce sera quelqu'un d'autre, peut-être un Chinois, peut-être quelqu'un d'autre, mais ce serait vraiment, je suis complètement d'accord avec M. Schweitzer, ce serait très dommage que Renault ne revienne pas, si la politique le permet. Parce que tout est prêt pour que ça puisse fonctionner. Boris, voulez-vous ajouter un mot à ce qui a été dit pour conclure cette séance? Pour conclure cette séance, je veux dire que je suis fort content de vous voir tous réunis aujourd'hui à partager cette parution qui est la première pour moi. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de chance avec Renault en 2015 quand je faisais mes premiers pas dans la recherche. Et en fait, j'ai eu vraiment la chance que Renault m'ont accueilli, m'ont donné confiance et m'ont laissé accès aux archives. Parce que la première expérience, ça se vend ou bien elle décourage ou bien elle encourage. Donc dans mon cas, l'étude sur la présence industrielle de Renault en Russie une épopée de plus d'un siècle était une expérience tout à fait encourageante pour moi. Et donc là, je suis prêt à aller plus loin. Donc là, j'espère qu'on aura d'autres occasions de se voir pour présentation d'ouvrages. Voilà, merci beaucoup d'être venu et je vous attends de la salle à côté pour la session dédicace et pour un petit cocktail dînatoire auquel vous êtes tous chaleureusement invités. Merci. Au niveau d'accueil pour les chercheurs, j'affirme que on peut envoyer cette étudiant. Les premiers.